Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Alexandre. Salut à toutes et tous, salut Flo. Merci de nous retrouver pour ce dernier baromètre live de 2025. Déjà, c'est passé à vive allure. Ouais, c'est passé à vive allure. Il s'est passé plein de choses encore récemment. C'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on en fait un dernier pour la route avant la fin de l'année. Et donc, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. On vous a prévu le programme habituel en quatre sections. Et je vous propose qu'on commence directement par la première partie, le fameux œil du VC. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un peu de teasing sur les tendances d'investissement en 2025, donc pas que en Europe, mais au niveau monde, puisqu'il y a déjà quelques rapports, quelques données qui ont été partagées. Et donc l'idée, c'est de se faire un petit aperçu et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui l'est moins, et puis de collecter aussi vos commentaires et vos questions, puisque évidemment, on fera des lives tous les mois l'année prochaine. Et donc, on aime bien, on a toujours des idées, mais on est content de vous entendre aussi sur quels sont les sujets qui vous intéressent ou autres et qui pourraient faire l'objet de futurs baromètres. Donc sur les tendances, peut-être tu voulais commencer par ça, Alexandre, qui est un aperçu un peu sur l'insurtech au niveau global. Ouais, tout à fait, parce que j'imagine que c'est aussi le cas pour toi. J'ai souvent ces questions dans les discussions sur le terrain, près des gens de l'écosystème, c'est quelles sont les tendances aujourd'hui dans l'insurtech, sachant que c'est loin, loin, loin d'être uniforme, ça change. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. On a toujours ce biais, je pense, des années fin 2021, 2022, la période post-Covid où il y a eu cette flambée au niveau des investissements qui voilà, nous donne une vision un peu biaisée des choses. Moi, j'entends souvent, alors est-ce que c'est la fin de l'innovation? C'est la fin de l'innovation dans l'insurtech. On a l'impression qu'il se passe plus grand-chose, alors qu'en fait, si on regarde le visuel ici, qui est issu de l'excellent rapport Gallagher, le dernier, on voit que depuis cette folie des grandeurs, on est revenu sur Terre à des choses plus pragmatiques et l'InsurTech adopte aujourd'hui un rythme de croisière, en fait, avec un volume d'investissement constant et on est globalement sur 1 milliard par trimestre et on voit là depuis plusieurs années maintenant, là on est sur 3 ans sur ces volumes-là et 2025 ne déroge pas à la règle. Donc oui, il se passe des choses toujours dans l'investissement, dans l'insurtech. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas forcément les volumes, parce qu'on pourra en reparler, mais parfois il y a des méga deals encore qui existent et qui viennent fausser un peu la vision. Mais c'est un peu plus la granularité et la typologie des investissements, des investisseurs aussi. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser aujourd'hui pour bien saisir l'essence de ce qui se passe au plus près de l'innovation sur le terrain, en fait. Ouais, exactement. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, Gilles, si on regarde, ça, c'était un slide que j'avais partagé sur LinkedIn il y a quelques semaines, et en gros, qui m'avait été inspiré par exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire le message qu'on entend un peu sur le marché qui est alors comment se situent les investissements dans l'insurtech. Et en fait, en partant d'un graphique qui avait partagé, c'est celui sur la gauche, CB Insight, qui est qui fournit de la donnée d'ailleurs à Gallagher Ray, je crois, pour leur rapport. Eux, ils mettaient en avant voilà, le côté plateau, donc les investissements qui sont plutôt plats ces derniers temps. Et donc, il y a une manière de regarder les choses. On peut se dire c'est plus bas que pendant la période d'euphorie. Une autre manière de regarder, c'est de se dire bah, on revient à un niveau historique, ce que tu as illustré avec le slide d'avant. Mais je me demandais, voilà, est-ce que c'est juste le verre vide, genre ça a baissé, on revient à des chiffres un peu historiques, ou est-ce qu'à l'inverse, et si on regarde un peu différemment, et donc le slide de droite, c'est que l'insurtech en Europe, est-ce qu'en fait, c'est pas juste le marché qui a un peu changé? Et donc, ce qu'on a illustré sur ce graphique de droite, c'est la concentration des investissements par type de positionnement des startups. Sur la gauche, c'est voilà, la période un peu d'euphorie, hein, 2019-2022. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était 2 tiers des investissements InsurTech en Europe qui allaient en fait dans uniquement 2 business models différents. D'une part, les acteurs full stack qui ont l'agrément d'assurance, comme par exemple WeFox, qui a été l'un des premiers, Alan en France, Achille, etc. Et puis, l'autre modèle qui était largement financé, c'était toutes les startups qui étaient B2C, donc qui proposaient de l'assurance directement aux clients finaux. Et donc, finalement, pendant cette période d'euphorie, 2 tiers de l'argent dans ces 2 seuls modèles, alors qu'en fait, si on regarde depuis début 2024,
donc un peu après ce changement d'état d'esprit et de dynamique de marché. C'est l'inverse. 2/3 des fonds vont dans des modèles qui sont différents de ceux qui étaient financés précédemment. Donc il y a toujours un petit peu de distribution, mais c'est de la distribution qui est beaucoup plus diversifiée, des outils pour les courtiers et agents, de la distribution indirecte, l'embedded insurance, et puis surtout, c'est des startups qui sont partout ailleurs sur la chaîne de valeur, sur la partie produit, sur la partie souscription, beaucoup sur la partie sinistre, on reviendra dessus. Et du coup, ça peut aussi expliquer cette baisse des investissements, parce qu'en fait, on finance des objets qui sont un peu différents. Et puis peut-être l'autre élément qui, à mon avis, explique aussi beaucoup cette baisse, c'est le changement d'état d'esprit de la part des investisseurs et puis de l'écosystème startup en général, de la croissance à tout prix où il s'agissait de grossir quoi qu'il en coûte, à voilà, de la croissance rentable où il s'agit d'être plus précautionneux. Et donc les startups lèvent moins d'argent, sont plus efficaces dans leurs opérations, et puis s'appuient aussi plus sur l'argent qu'elles viennent récupérer auprès de leurs clients en ajoutant de la valeur plutôt que juste auprès des investisseurs. Donc voilà, c'est plein de petites tendances qui permettent de poser la question qui est écrite ici. Voilà, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Chacun se fera une opinion, mais ça valait le coup d'en parler. Et puis une fois qu'on s'est posé cette question-là, il y a quand même 3 tendances de fond que tu faisais sortir, Alexandre, quand on préparait ce live-là. Est-ce que tu veux justement un peu les détailler et ouais, partager ton point de vue sur les 3? Bien sûr, et ça vient corroborer ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la formule est bonne, on vient financer des objets, des choses qui sont différentes d'auparavant, qui ont plus les mêmes valorisations, qui vont s'attaquer à des sujets, des briques bien précises, donc qui n'ont pas la même dimension, qui n'ont pas la même vocation non plus, peut-être dans le temps. Mais voilà, on a vu pas mal de choses cette année en matière d'investissement dans l'insurtech. Là, on s'est focalisé sur l'Europe. J'ai extrait 3 tendances de ça, donc avec l'IA évidemment. Aujourd'hui, au niveau mondial, pour donner un chiffre, ce sera consolidé, mais je pense qu'on est dans cette tendance-là avec 75% des investissements qui sont dirigés vers des insurtech AI first, donc qui ont l'intelligence artificielle au cœur de la proposition de valeur. Donc ça, on l'a retrouvé aussi en Europe. Mais l'IA pour faire quoi? L'IA pour adresser différentes briques. Donc là, je l'ai divisé en 3 avec aide à la décision, de l'underwriting, par exemple Nové.ai des Anglais, voilà, c'est la brique souscription. Nos amis de Certificall en France qui aident à la fois à la souscription, à la prévention et aussi beaucoup à la gestion de sinistres. Évidemment, Claimy aussi, autre insurtech française qui est sur les claims gestion de sinistres. Donc on a aide à la décision, l'opérationnel, notamment à destination des courtiers. On a vu pas mal de boîtes qui se sont lancées sur ce créneau, avec Little John en France notamment, et des Aphorim, FinTech, c'est un peu le même positionnement dans d'autres géographies. Et enfin, l'IA pour la distribution. Ici, j'ai mis Sena. Voilà, ça va peut-être faire tilter parce que Sena, originellement, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, un assureur qui a un agrément au départ, donc qui conçoit des produits. Mais en parlant avec la direction de Sena, en fait, ils expliquaient que cette levée de 10 millions à la rentrée, elle a été effectuée pour soutenir le développement de leur IA en interne qui porte ses fruits, en fait, aujourd'hui. Donc, cette levée de Sena, on peut vraiment la catégoriser dans cette catégorie IA. Les distributions, Surebird, c'est un comparateur nouvelle génération. Umbrella, pareil, c'est brique distribution. Donc, on voit l'IA sur différents canaux ici. Deuxième grande catégorie, c'est data et connaissance du risque. Ça, c'est fondamental aujourd'hui, bien connaître, mieux connaître, bien connaître, être capable de connaître le risque pour l'adresser. Donc, avec le climat en premier lieu. Ici, j'ai mis ICEYE, que vous connaissez sans doute, qui vient encore une fois de lever 200 millions d'euros pour développer sa constellation de satellites. Il y a Descartes aussi que je classe dans cette catégorie parce qu'en fait, la force de Descartes, c'est d'être capable de créer, de trouver des sets de données pour imaginer des produits d'assurance inédits capables de couvrir des risques qui prennent un caractère inédit aussi. Pour moi, c'est ça la grosse force de la proposition de valeur de Descartes. J'ai mis Celeste Science aussi, entreprise française que tu connais bien aussi, Flo, pour avoir participé au tour de financement avec Astoria. Connaissance du risque aussi sur d'autres verticales. Dynarix, c'est du cyber. Ceto, c'est
du risque maritime. Par exemple, Predicti, c'est les moments de vie, la connaissance client. Et enfin, dernière rubrique, c'est Tech for Insurance. Ouais, on est vraiment dans du B2B pur ici avec des plateformes SaaS, Cloud, Tinubu français, Instandda qui fait du low-code des Anglais, ou de la distribution. Distribution, c'est WeCover par exemple, qui cette plateforme tech qui permet à des retailers d'intégrer de l'assurance en mode embedded. Et j'ai mis WeFox aussi, ouais, qui a opéré ce switch et qui essaye de survivre aujourd'hui avec un positionnement pur B2B. Donc ça, c'est ce que j'ai extrait. Donc, c'est ce qu'on observe. Ce qu'on observe moins aujourd'hui, donc comme tu le disais, c'est des levées sur des modèles B2C 100% généralistes. Ce qu'on observe moins aussi cette année, c'est peut-être un peu moins de santé. Et voilà, si tu veux compléter toi avec ton regard des deux côtés. Ouais, exactement. Enfin, je pense qu'il y a ces 3 tendances évidentes. Il y en aurait plein d'autres, à détailler et petit, instant promo, on aura, mi-janvier, on partagera notre rapport qu'on fait chaque année sur l'état de l'insurtech justement en Europe. Il y a certaines de ces tendances-là qu'on va reprendre, mais c'était intéressant aussi d'avoir ton point de vue. Bon, l'IA, je pense que c'était une évidence. Les 2 autres sont intéressants parce que c'est clairement des tendances de fond. Mais voilà, il y en a quand même pas mal qui sont à l'œuvre. Ce que je trouve aussi intéressant là, dans ce que ça illustre, c'est aussi l'émergence d'acteurs qui ne sont pas des purs insurtech. Ça illustre un peu ce qu'on a dit aussi dans la première partie, sur les premiers slides, qui était, en fait, finalement, quand on regarde l'innovation dans l'insurtech, l'innovation dans l'assurance, pardon, justement, l'insurtech n'est qu'une partie. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que finalement, on a eu tendance tous, le marché de manière générale, de se focaliser extrêmement sur l'insurtech, alors qu'en réalité, et c'est pour ça d'ailleurs que le titre de notre baromètre, c'est innovation au sens large et pas juste insurtech, parce que il y a des choses à regarder dans d'autres industries dont on peut s'inspirer, ou en tout cas, il y a des acteurs, iSight c'est un exemple, qui fait notamment de l'assurance, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est pas leur premier business pour autant. Donc, c'est vraiment cette idée de, il faut aller regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche. Et ça me fait penser aussi, et je me permets d'afficher ce commentaire-là, de Hans qui disait c'est la fintech qui carbure davantage depuis l'été, mais essentiellement avec des méga levées. Ce qui illustre 2 choses, c'est qu'un, effectivement, il y a une vraie dynamique depuis l'été où on a vu quand même beaucoup de levées, toujours un peu d'avance, je dirais, de la fintech par rapport à l'insurtech. Donc, se dire ça, la fintech qui carbure depuis l'été, ça augure, à mon avis, de bonnes perspectives pour l'insurtech, puisqu'en général, voilà, l'insurtech est un des verticales. Suit la dynamique qu'on peut voir dans l'innovation, dans les services financiers au sens assez large. Et la deuxième partie du message sur les méga levées, c'est aussi quelque chose qu'on voit en Europe et qu'on détaillera justement dans le rapport. Mais il y a un peu deux, je dirais, types d'acteurs qui structurent le marché aujourd'hui. C'est évidemment des nouveaux entrants, des petites boîtes qui se lancent sur le marché et font leur première levée de fonds. Donc, c'est les potentiels disrupteurs de demain. Et puis, il y a des leaders de leur catégorie qui émergent. Donc, certaines startups qui ont réussi à lever des fonds de manière assez significative et à sortir un peu du lot, parfois dans des verticales qui sont un petit peu voilà, challenging, où il y a beaucoup d'acteurs depuis le début de l'InsurTech. Et peut-être pour finir sur cette partie-là, et toujours en lien avec l'idée d'avoir ce rapport sur l'InsurTech en Europe, voilà, qui sera rendu public mi-janvier, on peut déjà vous donner quand même les chiffres consolidés. Alors c'est à hier en l'occurrence, mais bon, vu que la fin d'année approche quand même à grands pas, on ne devrait pas avoir beaucoup d'annonces d'ici la fin de l'année. En tout cas, traditionnellement, il y a peu d'annonces d'ici la fin de l'année. Donc voilà les chiffres sur l'année pour l'InsurTech en Europe. C'est environ 600 millions d'euros qui ont été investis sur l'année et 62 deals qui ont été annoncés. Et donc là, on est sur l'InsurTech pure, mais, et on en reparlera ensuite, il y a quand même des sujets à regarder en matière d'innovation et tech dans l'assurance qui vont bien au-delà de juste cette catégorie de l'InsurTech qui est vraiment, je dirais, le cœur du sujet et l'innovation pure et dure. Mais il y a plein de choses qui se passent ailleurs. Donc voilà pour ces premiers chiffres. Je ne sais pas si tu voulais les commenter parce que. C'est intéressant, encore une fois, quand on disait, quand il y a ces questionnements, est-ce que c'est fini l'innovation? 62 deals, c'est pas rien. Avec cette diversité, pas mal d'acteurs, et ça tu le diras, je pense, dans le rapport, tu l'illustreras avec des acteurs qui sont vraiment émergents, une dynamique toujours en seed et de l'argent disponible pour des vétérans, un peu, si on peut les appeler comme ça, ou
On a vu par exemple Marshmallow, qui est une des 8 licornes de l'InsurTech qui a réussi à relever cette année. On voit des boîtes matures, hein, on parlait de Sénat, on a Mila en France aussi, qui a trouvé de la rentabilité, qui a relevé des fonds aussi pour continuer d'accélérer. Donc voilà, des différentes choses qui se passent et je trouve la dynamique assez intéressante et prometteuse pour les mois à venir. Ouais, exactement, pas mal de choses. Ce qui nous amène à un sujet peut-être un peu connexe, mine de rien, en tout cas, on va essayer de connecter les points entre le premier sujet et celui-là, qui est donc le game changer, un peu la tendance qu'on a observée ces derniers temps et qu'on voulait discuter ensemble et avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, qu'ils soient critiques ou pas d'ailleurs, on accepte volontiers et au contraire, c'est un peu l'idée, hein, c'est de nourrir la discussion. Et donc l'idée, c'était de parler du rapprochement qui semble s'accélérer entre les réassureurs et les assureurs. Et peut-être pour commencer là-dessus, on avait réuni quelques annonces récentes sur cette tendance, voilà, du rapprochement entre les réassureurs et les assureurs. Donc ça, c'est des éléments qu'on a mis ensemble, qui sont des annonces proches de nous. Mais typiquement, ça avait commencé en termes de durée et de date. Ça avait commencé par Cardiff, qui avait eu son agrément de réassureur. Plus récemment, il y a eu Covéa qui a racheté PartnerRe, ça date un petit peu, mais voilà, ce rapprochement entre un assureur qui rachète un réassureur et puis même combat finalement avec SMA BTP et MACSF qui rachètent en fait CCR Re. Donc c'est une vraie tendance qu'on aperçoit sur le marché et qui nous semble quand même assez intéressante parce que de mon point de vue en tout cas, en fait quand je regarde, et si on regarde sur les 10 ans d'innovation dans l'assurance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites autour de la distribution. Plus de la moitié de toutes les startups qui ont levé de l'argent, et c'était le cas chaque année pendant 10 ans, étaient sur la partie distribution. Donc finalement, tout le marché s'est un peu focalisé là-dessus en se disant, tiens, d'où va venir la disruption? J'aime pas le mot, mais vous avez l'idée. D'où va venir la disruption? Ah bah tiens, on va regarder autour de la distribution. Pendant ce temps-là, il y a notamment l'émergence des nouveaux risques qui changent un petit peu la donne. Il n'y a pas vraiment de données historiques, très difficile d'appliquer la méthodologie usuelle de l'assurance qui s'appuie justement sur des données historiques. Et donc, il y a des enjeux un peu différents qui sont, identifier et accéder à des nouveaux jeux de données, deux, leur donner du sens, comprendre, modéliser le risque grâce aux algorithmes, et enfin, donner de la capacité et permettre le portage de risque. Et donc, en fait, quand on regarde cette nouvelle chaîne de valeur autour des risques émergents, on se dit que les startups, ou en tout cas les boîtes tech, sont particulièrement pertinentes sur la partie 1 et 2, partie dataset, partie algorithme, et ce qui laisserait dans les mains des acteurs de l'assurance uniquement, entre guillemets, la partie portage de risque. Alors, le portage de risque, est-ce que c'est les assureurs, est-ce que c'est les réassureurs? On peut se dire voilà, qu'il y a peut-être un mouvement de fond où l'un ou l'autre peut jouer ce rôle-là. Et donc, effectivement, ces initiatives qu'on a vues récemment sont à nos yeux intéressantes. On aurait pu mettre Massif aussi, qui a lancé sa division de réassurance. Il y a d'autres acteurs, d'autres mutuelles qui ont fait un peu le même genre de choses. Donc, on se dit, nouvelle chaîne de valeur autour des risques émergents. La valeur ajoutée ultime pour les assureurs, c'est le portage pour les acteurs de l'assurance, les acteurs historiques de l'assurance, c'est le portage de risque. Est-ce que finalement, on ne va pas voir une fusion des deux? Alors évidemment, fusion, c'est peut-être un peu extrême, mais quand même, ces différents mouvements nous semblent illustrer un peu cette tendance qu'on aperçoit et qu'on imagine pouvoir un petit peu accélérer. Donc, je ne sais pas quel est ton point de vue, toi, sur ces rapprochements-là, et puis plus largement sur est-ce que finalement ces nouveaux risques ou l'innovation qu'on voit sur le terrain sont propices à un rapprochement entre les deux? Oui, comme tu disais, je pense le dernier move de la Massif, moi j'avais mis à la une de ma dernière newsletter, donc ce lancement de son propre véhicule qui a été concocté avec Aon. Hein, c'est un travail de 2 ans pour mettre en place ce véhicule de rassurance qui est détenu à 100% par la Maïf, avec l'idée dès 2026 de 17 millions de primes cédées, quand même avec une montée en puissance à venir. Ça vient conforter la tendance dont tu parlais, dont on a déjà parlé aussi dans des articles et dans des baromètres les années précédentes. Donc, on voit que c'est pas nouveau et ça vient vraiment confirmer cette tendance de fond. Je lisais une interview de Tanguy Touffu l'autre jour
donc de Descartes, donc CEO et fondateur de Descartes, qui avait pris la parole à l'occasion des journées de Monte-Carlo, donc à la rentrée, et qui disait que 2023, ça a été vraiment un switch identifié dans la réassurance. Moi, c'est ce que je percevais aussi sur le terrain en discutant avec les différents acteurs de la chaîne. Il y a les conditions qui se sont durcies. Il y a une certaine prise de recul des réassureurs par rapport à tous ces nouveaux risques que tu évoquais, qui ont joué de plus en plus la carte de la prudence en durcissant leurs conditions, en augmentant leurs tarifs. Et de fait, les assureurs ont voulu se libérer un peu de cette ultra-dépendance au mécanisme de la réassurance traditionnelle, qui leur conviennent plus d'un point de vue financier, déjà dans un premier temps, et qui, par le contexte en fait, qui est très mouvant autour de ces risques, et on pense évidemment en premier lieu au climat, veulent en quelque sorte reprendre en main leur destinée, être maîtres de leur destin à tous les niveaux. Et donc trouver leur propre capacité pour déporter du risque aussi à travers différents mécanismes, et notamment celui qu'on identifie, qui est soit d'aller racheter des réassureurs existants, ou alors soit de lancer leur propre véhicule, que ce soit des captives ou autres. On voit plusieurs choses qui se passent dans le même temps. Là, par exemple, Allianz, ils ont noué un partenariat avec Oaktree. Oaktree, c'est un acteur des services financiers américains, gestion d'actifs, etc., pour libérer de la capacité aux Lloyds. On voit un Lemonade, par exemple, si on revient sur les acteurs innovants InsurTech aux US. On voit un Policy Bazaar en Inde, qui est une grosse InsurTech indienne aussi, qui, au cours des 2 dernières années, ont effectué des moves aussi sur ce terrain-là. Donc, on voit, j'ai l'impression, des choses qui sont un peu rebattues sur la chaîne de valeur traditionnelle, qui était innovation, assureur, réassureur, tout en haut. On voit des choses qui sont qui se mixent. Et si on va un peu plus loin, en matière de stratégie en fait sur cette chaîne de valeur, moi il y a une autre info qui m'a marqué dernièrement, c'est Munich Re qui a fermé son bras d'investissement, Munich Re Ventures. Donc après plus de 10 ans d'activité, Munich Re Ventures, c'était un portefeuille dense avec plein d'insurtech que vous connaissez très bien. Et donc ça, c'est pas anecdotique non plus. Dans le même temps qu'a fait Munich Re cette année, ils ont racheté une insurtech de leur portefeuille qui est Next Insurance. Donc ça ouvre des portes en fait, et ça nous fait dire que peut-être demain, plutôt que d'investir dans l'innovation, un acteur comme Munich Re ou d'autres réassureurs vont aller directement se servir sur le marché pour intégrer directement ces savoir-faire et ne plus être uniquement des réassureurs non plus. Donc aussi diversifier leur stratégie sur tout au long de la chaîne de valeur. Toi, tu l'as vu comment, Flo, ce move de Munich Re, par exemple? Ouais, beh, justement, c'est marrant parce que Munich Re, qui était un investisseur très actif dans, l'insurtech, illustrait plutôt, et j'avais fait un slide là-dessus en 2016, donc ça date un peu, justement en montrant, ce rapprochement potentiel entre assureurs et réassureurs, dans la mesure où des réassureurs, Munich Re en était l'exemple le plus actif, investissaient directement dans des startups qui étaient courtiers en général, et leur filaient de la capacité, via, les lignes d'assurance qu'elle possédait maison. Plus près de nous, il y a Swiss Re qui avait lancé iptiQ, qui est donc un assureur certes embarqué, qui a été vendu depuis, mais on voit l'idée. Et puis là, effectivement, le rachat, pour moi, c'est un petit peu, je dirais, les différents outils qui sont à disposition des groupes historiques pour innover, en fait. L'investissement direct, c'est une option. L'investissement direct à travers des fonds comme Astoria, par exemple, c'est une autre manière de faire. Le rachat de start-up, c'est une autre manière. Le fait de faire juste des partenariats, c'est aussi une manière de faire. Donc pour moi, c'est plutôt, il y a différents outils. Là, on en a 2 face à nous. L'investissement direct d'un côté, alors certes qui est suspendu, et puis le M&A pur et dur, je rachète tel acteur. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et pour moi, ça démontre un peu la flexibilité et vraiment cette idée de, voilà, il y a un objectif qui est de transformer, d'accélérer, d'aller chercher des nouveaux marchés. Et puis, il y a comment je le fais, et ça, à la rigueur, c'est un peu un détail, la forme. Ce qui compte, c'est vraiment l'objectif. Donc voilà, c'est comme ça que je le lis. Puis après, il ne faut pas oublier quand même que le corporate VC, c'est des cycles qui vont et viennent, hein.
Donc, et quand on se souvient que les premiers corporate VC dans l'insurtech sont nés au tout début du mot lui-même insurtech qui est né en 2014, bah voilà, on est à la fin d'un cycle, une grosse dizaine d'années après. Il y a eu un moment où tout le monde ouvrait son corporate VC. Depuis genre 18 mois, c'est plutôt l'inverse. Tout le monde ferme son corporate VC et j'ai aucun doute sur le fait que on s'en reparlera dans 5 ans, on reverra une vague d'ouverture, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui est pas à sous-estimer. Et puis après, et comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi cette idée de, en fait, l'innovation dans l'assurance, elle devient tellement protéiforme qu'avoir un outil qui est spécialement focusé uniquement sur l'insurtech, c'est peut-être pas si évident que ça, parce que il y a plein de choses qui se passent ailleurs sur les risques émergents, sur la thématique de la résilience par exemple. Voilà, et comment dire, la chaîne de valeur du risque qui se complexifie avec de la prévention, avec évidemment de l'assurance quelque part, de la gestion post-crise, etc. Donc plein de choses qui sont autour de l'assurance qui demande une approche peut-être un peu nouvelle. Donc c'est aussi ça, à mon avis, l'idée, c'est qu'on va voir émerger des acteurs qui vont regarder beaucoup de choses autres que de la pure insurtech pure et dure. Et puis on va aussi assister à de la consolidation du marché. Je pense que Next en était un exemple. Mais voilà, c'est des acteurs qui sont là depuis 7 à 10 ans, vont chercher, ne serait-ce que parce qu'ils ont des investisseurs à bord, vont chercher des potentiels acquéreurs. Et donc, c'est aussi un moment où on va voir ce genre de rapprochement s'accélérer. Peut-être, je prends un commentaire parce que je le vois là, assez intéressant. Merci Jérôme de l'avoir partagé. Donc, c'est toujours sur cette idée de rapprochement entre assureurs et réassureurs. Jérôme nous partage son opinion et dit voilà, la tendance d'acquisition de réassureurs me semble surtout relever d'une volonté de diversification dû à l'aggravation nette sur les risques historiques. Intéressant parce qu'effectivement, hein, si on se souvient du communiqué de presse de Massif qui lance sa division de réassurance, le coût COUT de la réassurance était dans le header. Et en fait, quand on regardait, je crois que c'était le communiqué de presse aussi de Cardiff dont on parlait tout à l'heure, fait aussi référence à ça. Et c'est comme ça, en tout cas, que je lis ton commentaire, Jérôme, sur l'aggravation nette sur les risques historiques. C'est lié au coût que représente la réassurance. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Hans nous partage aussi son avis, qui est le modèle réassurance actionnaire d'assureur me paraît plus pertinent que l'inverse. Intéressant. Car un assureur contrôlant un réassureur risque de faire partir des assureurs clients de ce réassureur pour ne pas voir leurs données de souscription et de sinistre entre les mains d'assureurs actionnaires et concurrents, évidemment. Ouais, ça, c'est une bonne. Je pense que La c'est une donnée, bonne. ouais. Ouais. Non, c'est intéressant de voir la donnée, encore une fois, qui est de plus en plus au cœur de tout. Ouais, ouais, ouais. Et après, ce sujet de la concurrence, je trouve qu'il est intéressant parce que moi, ça me fait toujours penser un peu au dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours plein de raisons que les choses se passent pas et que l'innovation n'arrive jamais. La réalité historique, c'est que l'innovation arrive un jour ou l'autre. Et donc, du coup, voilà, quand on dit rapprochement, je sais que c'était un thème dont on parlait déjà, nous, il y a une dizaine d'années, bah, à nouveau, hein, ce fameux slide de 2016 que j'avais fait dans ma précédente vie. C'était ça, hein, sur rapprochement entre le rôle d'assureur et le rôle de réassureur, qui s'est accéléré ensuite et dont on reparle encore aujourd'hui, parce qu'on a l'impression, en tout cas on voit des data points sur le marché qui supportent cette thèse-là. Après, qui va lancer quoi, dans quel sens, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a aussi une question sur la typologie parce qu'en lien avec la donnée, finalement, si le sujet c'est la donnée, c'est plutôt qui a des profils de data scientist notamment. Et on sait qu'en proportion, les réassureurs ont beaucoup plus d'équipes data que les assureurs ayant beaucoup d'équipes de vente, hein, en général. Et à nouveau, je parle de pourcentage. Donc la répartition, voilà. Donc s'il devait rester qu'un type d'acteur. Et après, sur le côté concurrent, ça me rappelle aussi voilà, les startups qui, en général, veulent pas lever d'argent auprès d'un acteur corporate VC de l'assurance, en partant du principe que si il a au capital un assureur, alors cette startup-là ne pourra pas travailler avec les concurrents, ce qui a jamais été démontré. On a plutôt des chiffres, tous les chiffres qu'on voit sur le marché montrent plutôt un 50-50. Parfois c'est bloquant, parfois ça l'est pas. Et donc, comme on n'est pas très loin du 50-50, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle. Et il y a un autre commentaire, alors c'est Olivier qui nous dit les réassureurs ont certainement intérêt à aller plus en direct, et ils ont commencé à le faire, vers les clients finaux pour faire bouger les choses.
effectivement, et notamment sur je pense les nouveaux risques, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Et je pense que ça va ouvrir des portes aussi à l'innovation et aux acteurs innovants de manière différente. Là, cette semaine, j'ai écrit un article sur Munich Re, justement, qui vient de signer un partenariat pour l'une de ses divisions avec iSci, dont on a parlé aussi. On a vu du M&A dernièrement également, Cape Analytics racheté aux États-Unis. En Europe, c'est Gamma, donc une insurtech irlandaise spécialisée sur la data climatique qui a été rachetée. Il y a 2 ans, c'est Swiss Re, encore un réassureur qui avait racheté Fasom, spécialiste du risque inondation notamment. Donc voilà, à travers les partenariats, à travers des exits, je pense que ça va ouvrir pas mal de portes aux acteurs innovants aussi. Ouais, et Jérôme qui confirme un peu la lecture qu'on avait de son commentaire précédent. Oui, le coût de la réassurance et d'ajouter le besoin de prendre des risques à l'échelle mondiale pour ne pas être exposé uniquement à la seule région Europe. Et ça, c'est un sujet qu'on connaît bien, notamment, je pense, sur le climatique, où voilà, avoir une répartition géographique peut aider à balancer les risques. Je propose qu'on saute sur la prochaine séquence, qui va nous éloigner finalement. Là, j'ai l'impression que vous parlez un peu de la tuyauterie, mais je trouve ça passionnant comme sujet en l'occurrence. Mais on va revenir à un sujet, peut-être un peu le sujet fil rouge, j'ai envie de dire, de l'insurtech, parce que ça existe depuis le premier jour. Je pense qu'une des toutes premières startups insurtech en France était sur cette thématique-là. La thématique dont je parle, c'est l'assurance chien-chat. Et on voulait aujourd'hui faire un focus sur, voilà, c'est la catégorie la startup à suivre, Santé Vet en l'occurrence. Et tu as pas mal écrit dessus récemment. Ouais, Santévet qui est plus vraiment une start-up, ou alors une vieille start-up qui a plus de 20 ans aujourd'hui, mais qui fait plus que jamais l'actualité en 2025. Donc là, j'ai fait un slide avec les différents articles que j'ai pu écrire pour couvrir leur actualité ces derniers mois. On a vu une franche accélération de leur côté. 2 choses, un focus sur le B2B aujourd'hui. Donc très intéressant avec l'idée ici de venir câbler leurs produits de pet insurance dans les parcours existants d'acteurs. Gros objectif, l'idée pour Santévet, c'est que le B2B apporte 25% du business à court terme. Ça veut dire aussi que peut-être sur le côté B2C où on voit plein d'acteurs qui ont émergé sur ce terrain, on atteint peut-être aussi des plafonds à un moment donné. Donc en B2B, Santévet cette année, c'est plusieurs partenariats avec Apicil notamment, avec le groupe Weber et plus récemment avec Conad, donc il y a un acteur de la distribution en Italie qui a un gros réseau de points de vente et qui va permettre à Santévet de câbler son produit d'assurance à cet endroit-là. Donc un switch, une diversification plutôt sur le B2B et aussi du M&A. On parlait de consolidation depuis un moment, consolidation qu'on guettait du coin de l'œil sur ce segment du pet insurance avec énormément, comme on le disait, d'acteurs. Eh bien, Santévet a été la première à dégainer en rachetant au Royaume-Uni Ted Easy Insurance. Donc, c'est un courtier qui avait deux acteurs. Loin d'être anodin, c'est 40 millions de primes, Ted Easy. 40 millions de primes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, Santévet au total, c'est 170 millions d'euros de primes pour 500 000 contrats. Donc, c'est une partie significative aujourd'hui de l'activité de Santévet. Et c'est peut-être un signal, en fait, est-ce que c'est la première brique, la première action qui augure d'une expansion européenne, parce que la volonté de Santévet aujourd'hui, c'est de s'étendre, de devenir un champion pan-européen. Et c'est un peu la tendance que, comme je disais, qu'on guettait, ces mouvements, cette consolidation d'un marché historique. Donc je serais curieux aussi d'avoir ton avis, Flo, sachant que tu suis ça de près aussi. On sait qu'au UK, on suit ManyPets depuis longtemps. Il y a plein d'autres acteurs qui ont émergé. Donc voilà, quelle est ta vision, toi, de ce marché aujourd'hui?
Bah, c'est vrai que pour moi déjà c'est un peu le, et je crois que j'avais fait un podcast là-dessus qui était vraiment le fil rou le pet insurance, c'est le fil rouge de l'InsurTech parce qu'à nouveau, c'était un des premiers acteurs en France. On en voit, j'ai envie de dire, chaque année, il y a un nouvel acteur qui rentre, et en particulier sur le marché français où donc il y a Santévet qui est quand même un acteur, assez historique, et puis il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Je pense à Dalma qui est probablement le plus gros dans les, pures, start-up, récentes. Mais en Angleterre, tu as parlé de Manipets, on aurait pu parler de Napo aussi, qui est à nouveau un acteur récent et qui a gagné en dynamique, Lassi. Et puis en fait, sur le marché français, c'est ça que je trouve intéressant et qui peut peut-être expliquer aussi le souhait d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, c'est qu'il y a quand même une grosse compétition, on le voit en termes de pub, hein, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Les acteurs qui, enfin, une fois, je m'étais amusé à faire des screenshots de toutes ces pubs auxquelles j'étais, exposé, et en fait, bah, ça montrait, voilà, il y a une dizaine d'acteurs, en fait, qui se battent. Je parle des acteurs, voilà, du côté startup, Santévet en est un. Il y a en plus les acteurs, traditionnels, les géants de l'assurance qui ont aussi des lignes assurance chien-chat. Mais effectivement, sur les pubs, on voyait beaucoup d'acteurs se battre. Lassi qui vient, des Nordiques et qui veut rentrer sur le marché français. Je pense à Barkibou qui est espagnol et qui essaie de rentrer aussi. Et donc en fait, on voit qu'il y a une sorte d'attrait pour le marché, français qui reste encore assez peu pénétré si on compare ça à l'Angleterre où les taux de pénétration sont plus élevés en termes d'assurance chien-chat, idem dans les pays nordiques où c'est quand même assez élevé. Donc il y a semble-t-il, une vraie opportunité de marché. Mais je suis toujours un petit peu, étonné que la consolidation n'ait pas encore eu lieu, notamment sur le marché, français, et même au niveau européen, voilà, qu'il n'y ait pas eu plus de rapprochement entre les uns et les autres. Donc Santévet a initié, la dynamique. On va voir si ça, fait bouger tout le reste du marché, si eux-mêmes d'ailleurs continuent à attirer d'autres acteurs dans leur, escarcelle. Mais à mon sens, voilà, ça serait assez pertinent de voir quelques acteurs se rapprocher aussi dans cette idée d'avoir des tailles, significatives, et pour répondre à un enjeu auquel fait face tout le marché, pas juste ce segment-là, qui est, la fameuse croissance rentable que j'évoquais au tout début, avec cette idée de, voilà, comment on fait pour grossir tout en étant précautionneux parce qu'on peut plus lever des fonds comme, pendant la période un peu d'euphorie, et s'assurer, voilà, qu'on a une croissance, saine, qu'on a un portefeuille, du point de vue assurantiel qui est soutenable dans la durée. Et donc c'est tous ces enjeux, qui sont à concilier, et de ce point de vue-là, le M&A me semble être une bonne manière pour continuer à grossir. Et puis voilà, il y a certains acteurs qui pourraient avoir un intérêt, mais je me dis que l'année prochaine, on va soit avoir du rapprochement, soit on va voir, à nouveau des acteurs encore passer les frontières pour aller attaquer des marchés adjacents. Donc ça va être intéressant, et puis peut-être un acteur qui sera racheté par un acteur traditionnel sur ces lignes qui peuvent, être, voilà, sur lesquelles il y a quand même beaucoup d'innovation en termes de services, en termes de couverture de produits, un peu d'imagination. Les offres sont pas tout à fait les mêmes chez les uns, chez les autres. Et c'est pas que du marketing, il y a aussi, une vraie différence parfois sur les couvertures. Mais voilà, parfois des acteurs qui sont juste, différenciés par leur logo. Donc je trouve que c'est un marché qui est assez intéressant parce qu'on en parle depuis toujours. Il y a clairement des acteurs qui rentrent régulièrement sur ce marché-là. Quelques catégories leaders qui émergent. Santévet en est un aussi parce qu'il est, un acteur, historique de la thématique. Et voilà, et en même temps, plein d'enjeux de marché qui font que, ces verticales-là pourraient, être un bon exemple de, plein de tendances, InsurTech dont on parle, régulièrement dans Baromètre d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a des choses à attendre, et ça va être intéressant de voir un peu comment ils vont faire. Et sur la partie B2B, je vois que Hans, pose la question, n'est-ce pas une variante de l'embedded insurance à grande échelle? Effectivement, moi, c'est un peu quand j'ai vu B2B, évidemment, réflexe, et j'ai pensé à embedded insurance tout de suite, quand j'ai vu l'annonce de Santévet. Et je trouve qu'en plus, le produit, chien-chat est pertinent pour ce genre de distribution indirecte, dématérialisée, au sens, il y a peu ou pas d'humain dans la boucle, parce qu'en fait, le produit étant, assez petit en termes de primes, bah, les chiffres font qu'on ne peut pas, non plus, avoir une structure de coût qui soit stratosphérique pour un produit qui est petit. Donc typiquement, la distribution en ligne, la distribution embarquée, ça paraît assez pertinente. Donc je ne sais pas si toi tu as une vision là-dessus, parce que tu as plus creusé le sujet et tu as écrit d'ailleurs un article, qui est en screenshot ici, sur, le lancement B2B de Santévet. Tu le vois, toi, comme un embedded insurance à grande échelle, ou tu vois ça différemment? Oui, c'est une manière, je pense, de diversifier, intéressant de diversifier les canaux de distribution et de conquête client.
qui me semble essentiel à un moment donné. Parce que tu parlais, et à juste titre, de ces opportunités de marché, notamment le marché français qui est identifié. Mais je pense qu'il faut toujours être prudent aussi avec ça, entre le storytelling qu'on peut imaginer et la réalité terrain. C'est-à-dire que pour le pet insurance, où on dit que je sais pas, seulement 10% du marché est équipé, donc ça veut dire qu'il y a 90% à aller chercher. Sur le cyber, ça me fait un peu penser à la même chose, où le storytelling originel, c'était il y a 99% des PME qui sont pas assurées, donc c'est un marché énorme. Voilà, on va pouvoir aller faire fortune, c'est la ruée vers l'or. Mais entre ce qu'on peut imaginer et la réalité terrain, c'est pas forcément la même chose. Il y a des freins culturels qui sont là aussi, qui existent. Il faut souvent du temps pour que les consciences évoluent. Et ce temps, il n'est pas en adéquation avec la nécessité de grandir rapidement de certaines structures comme les startups. D'où l'idée aussi aujourd'hui, si on veut trouver de la croissance, et encore plus pour un acteur comme Santévet, de passer à l'échelle, il faut trouver d'autres stratégies. Et je pense que c'est très pertinent ce qu'ils font en allant explorer d'autres géographies. Donc vraiment pour grossir de taille ici en matière de portefeuille existant, et aussi en diversifiant sa stratégie d'acquisition. Je pense qu'aujourd'hui, avec le digital, les expériences qui sont de plus en plus homogénéisées autour de sujets, en fait, si là on prend le pet, vous allez avoir les accessoires, les aliments, les frais vétérinaires, l'assurance qui est une brique là-dedans. Je trouve ça pertinent et ouais, comme tu disais, on va regarder de près ce qu'ils vont faire dans les mois à venir parce que je pense que ça peut beaucoup bouger. Ouais, et je vois un commentaire de, Olivier, merci d'avoir ajouté ta signature parce que je sais pas pourquoi il y a un bug, et ton nom ne s'affiche pas. Donc Pet Insurance, tu nous dis, trop d'exclusion assurantielle, marché français atone par rapport aux anglo-saxons et on voit passer plein de startups, mais peu d'innovation et de croissance. Je temporiserai un tout petit peu parce qu'il y a quand même quelques acteurs qui ont démontré à voir comment c'est durable dans le temps, mais quelques acteurs qui ont réussi à grossir quand même de manière assez significative. Mais c'est vrai que ça reste petit par rapport à ce qu'on peut voir en Angleterre pour l'instant. Donc, Ouais, et Olivier qui précise, c'est un peu ce que je disais, essayer de coupler les offres. Il dit pourquoi pas privilégier une assurance santé famille étendue avec la famille et la brique pet insurance là-dedans. Je trouve ça assez pertinent de câbler les produits sur d'autres endroits en fait, ce qui est le propre du modèle embedded de manière générale. ouais, et du coup, s'il y a des startups, des entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, voilà une idée si vous voulez créer des nouveaux modèles et à nouveau, hein, comme c'est un sujet qu'on voit chaque année avec de nouveaux acteurs qui rentrent, j'ai pas de doute qu'on va avoir des nouvelles choses, donc peut-être des personnes qui seront inspirées par ce commentaire-là. Ce qui nous amène d'ailleurs, et justement au levé du mois passé. Alors en l'occurrence, c'est le nom de la rubrique, levé du mois passé, mais en réalité et pour des raisons techniques, on va regarder les deals qui sont faits, qui ont été faits en octobre et novembre. Comme à chaque fois, on en choisit quelques-uns qui nous parlent en particulier. Donc là, on commençait, on voulait, parce que c'est des Frenchies, Carton Trade, et puis c'est de l'assurance crédit, donc startup B2B, c'était intéressant. Je sais pas si tu as un commentaire en particulier sur eux? Ouais, on peut préciser, c'est 9 millions d'euros la levée, donc c'est bien. C'est assez gros, c'est pas la première. Carton Trade qui est un acteur qu'on observe depuis un moment. Et je trouve ça pertinent d'être vraiment sur une niche. Voilà, ici, l'assurance crédit, des produits financiers qui s'assurent, comme le MNS, ça s'assure, l'assurance crédit, ça s'assure. Donc, avoir des acteurs experts sur ces niches, ça montre voilà, qu'on peut trouver un marché, entretenir une dynamique en étant ultra spécialisé. Donc, ouais, moi j'aime bien Carton Trade. Ouais, et je me permets d'ailleurs de rebondir parce que tu utilises le mot, niche et en fait, je trouve qu'il est hyper intéressant parce que souvent, il est utilisé, c'est pas le cas dans ce que tu viens de dire, mais je sais que le marché parfois, quand il regarde des insurtechs, se disent: «Ah oui, mais ça, c'est un sujet niche». Nous, en tant qu'investisseurs, typiquement, on le voit, on appelle ça vertical parce qu'il y a pas ce côté péjoratif que peut avoir, le terme de niche dans la bouche des acteurs historiques, en général et en fait, ce que je trouve passionnant, c'est que sur des verticales comme ça, en fait, l'assurance est un marché si gros
que tout de suite, c'est des marchés qui sont gigantesques. Donc l'assurance crédit, effectivement, c'est une niche au sens, c'est un vertical, c'est un produit d'assurance parmi tant d'autres. En fait, c'est un marché qui est énorme et donc ça permet des opportunités du point de vue startup et du point de vue investisseur qui sont très importantes. Donc je trouve ça passionnant parce que parfois le marché et les acteurs historiques en particulier ont tendance à réduire dans une case. Et effectivement, peut-être qu'à l'échelle d'un acteur international de l'assurance, un vertical seul, c'est trop petit, mais n'oublions jamais l'autre perspective qui est celle du côté startup et du côté fonds de capital risque. En fait, ces marchés-là sont si gros que ça en fait des opportunités qui sont gigantesques pour des acteurs qui peuvent être verticalisés. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un acteur qui ne ferait que ça, évidemment, sera toujours plus petit qu'un généraliste international, mais ça peut être une très jolie boîte qui grossit, qui est rentable, etc., etc., parce que justement le marché est suffisamment profond, en fait, pour le dire autrement. Donc, Oui, plus concurrentiel. Ouais, sur l'assurance crédit, il n'y a pas tant que ça, moi, à ma connaissance, d'acteurs qui sont spécialisés sur cette verticale, justement. mm. Alors là, je vois je me permets d'afficher, c'est pas en lien avec ce qu'on est en train de se dire, mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, il y a la discussion en parallèle et on vous remercie beaucoup de nous partager vos commentaires, réactions, etc. Parce que c'est aussi l'objet du live, même si on ne vous entend pas, on vous voit et on vous lit, donc merci de le faire. C'est Marc-Éric qui parle de cyber, justement, avec les coûts d'acc dont on parlait tout à l'heure. Pour les MGA, le coût d'acquisition d'un nouveau client est élevé et ne semble pas baisser pour le moment. Au contraire, puisque tu as évoqué tout à l'heure les taux de pénétration qui étaient souvent mis en avant par les insurtech de la cyber qui ont dit voilà, TPE, PME, mal couvert, bim, il y a un boulevard devant nous. Bah ouais, c'est extrêmement compliqué. Au début, l'objectif, c'était d'aller les chercher en direct. Très rapidement, tous ont basculé sur le modèle courtier. Et on voit que même un stoïque qui est le plus dynamique aujourd'hui, il trouve son salut et sa traction en diversifiant les géographies. Avec, si je dis pas de bêtises, je crois que sur aujourd'hui, c'est plus de 30% de sa traction en Allemagne en fait. Donc on voit que très rapidement, il y a un certain plafond qui a été atteint en France et qu'aujourd'hui, aller chercher ces nouveaux clients, ces nouvelles entreprises un peu une à travers des courtiers, la rentabilité derrière, elle est compliquée à aller chercher. Donc l'idée de se diversifier, encore une fois, comme Santévet, en allant dans d'autres pays, en commençant à racheter d'autres acteurs, c'est ce qu'a fait Stoic aussi avec une première acquisition en Belgique. C'est peut-être par là que passera le succès. À suivre, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est une tendance qu'on observe quand même. Ouais, et autre tendance, et pour poursuivre finalement le lien avec le sujet précédent, c'était Hans qui disait Santévet avait à l'origine comme canal de distribution les vétérinaires et il faisait parallèle avec l'assurance santé en mode imaginons les dentistes et les opticiens distribuer des mutuelles de santé, pas évident, mais Santévet a réussi sur l'assurance chien-chat auquel Pascal, merci beaucoup d'avoir partagé ton avis aussi, disait attention quand même à la partie réglementation et c'est pour ça que je voulais revenir sur cet échange-là dans les commentaires parce que je le trouve hyper intéressant parce que ça soulève la question voilà, de la distribution et cette idée d'écosystème en fait de services où le vétérinaire c'est un des services dans la santé comme peuvent l'être évidemment les dentistes, les médecins, etc. L'assurance en est une autre brique de cet écosystème-là et donc comment on s'appuie sur les uns les autres éventuellement et je trouvais hyper intéressant évidemment de parler de réglementation à un moment parce qu'évidemment il y a plusieurs manières de voir ces sujets-là et ça me rappelle quand on parle de distribution ça me rappelle la discussion qu'on peut avoir sur l'assurance embarquée et l'open assurance. L'open assurance, c'est le volet un peu réglementaire avec cette réglementation FIDA dont on parle depuis le XVIIIe siècle et qui est toujours en discussion. Et puis de l'autre côté, quand même des startups, j'exagère un petit peu volontairement, et de l'autre côté, des startups de l'assurance embarquée qui se développent, qui grossissent, et des leaders qui émergent dans chacun des marchés à travers l'Europe. Donc voilà, c'est toujours oui à la réglementation, et Pascal, merci de le rappeler, et en même temps, on voit qu'il y a quand même de l'innovation qui continue à avancer. Et donc, en tout cas, de mon point de vue, qui est évidemment biaisé, puisque mon job, c'est d'investir dans des startups et dans l'innovation, je prends toujours la réglementation non pas comme un empêcheur d'eux, mais plutôt une contrainte
et avec laquelle il faut vivre, et ce qui n'empêche jamais et rien dans l'innovation. Voilà, donc c'est un tout petit pas de côté par rapport aux commentaires. Et du coup, Olivier qui rappelait qu'effectivement, hein, les vétérinaires sur SantéVet faisaient de la prescription et pas de la vente. Donc voilà. Et puis, pour revenir sur le sujet, là, pour le coup, de carte en trade, Hans rappelait que l'assurance crédit est un oligopole de porteurs de risques, ce qui est une analyse de marché. On avait, donc là, on était dans la pure InsurTech, toujours pure InsurTech et toujours française. On voulait faire un petit spotlight sur Certificall, qui est donc une startup française qui a levé 1 million d'euros récemment et qui propose en fait de certifier, en fait, comme son nom l'indique, les échanges dans la chaîne de valeur de l'assurance, et notamment au moment de la gestion de sinistres. Ça peut être soit en amont pour voilà, récupérer et certifier des données sur la compréhension du risque, et puis en aval au moment de la gestion de sinistre, ça aide à automatiser les choses, etc. Puisqu'on a vu, notamment avec l'intelligence artificielle, l'émergence de fausses images ou autres. Et donc c'est une des manières de répondre à ces défis-là, que de proposer, voilà, d'horodater, de certifier, etc., numériquement des informations qui peuvent être utiles ensuite, et ça rejoint un peu une tendance dont on a souvent parlé dans la gestion de sinistre, qui était le self-care. C'est très bien de dire on digitalise l'intégralité de la chaîne, le client dépose tous ses documents, etc. Mais bon, si le document est faux, ça pose évidemment problème. Et donc Certificall propose de la technologie qui permet d'aller à l'encontre de ça, et d'amener de la qualité et de la fiabilité finalement dans les échanges. Ouais, c'est certifié vraiment en amont, et c'est ce que je trouve intéressant dans le positionnement, parce que quand on image aujourd'hui les solutions de lutte contre la fraude, tu parlais de tous ces documents qui sont modifiés, l'IA générative met à la disposition du Kidam la possibilité de devenir un fraudeur sophistiqué. Traditionnellement, les assureurs avec les solutions vont aller essayer de décrypter, de dénicher la fraude a posteriori, une fois que les documents sont rentrés dans les parcours. Avec Certificall, l'objectif, c'est de mettre un paravent, en fait, et de certifier la donnée avant qu'elle n'entre dans le parcours. Donc, cette différenciation, je la trouve intéressante dans le contexte actuel. Et je fais un peu de pub. J'ai interviewé Nicolas Chaboty, qui est le CEO et un des 2 cofondateurs. J'ai publié l'interview hier. Donc voilà, si cette entreprise vous intéresse, et elle a de quoi vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon compte LinkedIn. L'interview est disponible en libre accès. Exactement, donc n'hésitez pas. Et puis pareil, hein, tous les sujets dont on a parlé précédemment, je me permets cette petite parenthèse, mais n'hésitez pas à aller sur nos profils, sur le tien, et tu as mis quelques screenshots d'articles aussi que tu as écrits. Donc voilà, si vous voulez prendre du temps sur les tendances qu'on a abordées aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un tour. Et puis Olivier nous rappelait que donc Certificall avait notamment levé auprès d'Insure Angels. Donc voilà, bravo pour ce deal. Et peut-être une dernière, parce que je vois que l'heure tourne. Mais je pensais proposer sur iSci, parce que justement, comme on en a parlé un petit peu, c'était tout à l'heure dans ton tableau au tout début sur les 3 tendances InsurTech de l'année en matière d'investissement. On en a reparlé ensuite en disant, quand on parlait du rapprochement entre assureurs et assureurs, on a parlé des risques émergents. Et en fait, iSci, donc c'est une startup qui opère une constellation de satellites qui prennent de l'imagerie satellitaire et qui vend ces images-là à pas mal d'industries, dont l'assurance, et qui vient de faire une levée plus que significative, notamment pour accélérer dans l'assurance. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'est l'exemple typique. C'est clairement pas une InsurTech au sens propre du terme InsurTech. En revanche, ça a un impact hyper important sur l'assurance, et les assureurs sont des clients importants de cette startup-là. Je crois que tu avais couvert notamment leur annonce, les partenariats qu'ils avaient annoncés avec certains assureurs. Donc, Je les suis depuis un moment. Je crois que j'ai rédigé une quarantaine d'articles sur iSci. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon blog, vous tapez iSci, vous avez tout l'historique. Donc, je suis de très près ce qu'ils font, parce que, comme tu dis, ça me paraît être très pertinent et révélateur, en fait, leur proposition de valeur de cette tendance de fond qui s'amplifie. Fait de l'accès à une donnée inédite, de qualité, qui vient
enrichir aujourd'hui les modèles, qui vient proposer de nouvelles solutions face aux nouveaux risques. Ça me paraît essentiel et on voit Eisai qui à la fois peut être un fournisseur de données externes. En fait, eux, leur technologie, pour faire simple, c'est des technologies SAR, donc c'est des radars à ouverture qui permettent de monitorer en temps réel ce qui se passe sur Terre et qui traversent en fait tous les éléments. Le truc le pire, ça peut être un volcan en éruption, la fumée. Les satellites, ils traversent ça, donc ils peuvent voir en temps réel ce qui se passe au sol dans toutes conditions. Donc, des assureurs ou des entités autour de l'assurance, de l'assistance notamment. Ça, c'est très important. Ils vendent beaucoup ces données-là pour intervenir en direct lors de catastrophes naturelles. Je pense au feu en Californie, je pense aux inondations à Valence l'an dernier. Donc, utiliser cette donnée externe et Eisai aujourd'hui développe aussi des produits natifs destinés aux assureurs avec des modules tornades, des modules inondations aux États-Unis. Donc voilà, il y a ces deux dimensions-là et cette levée. Tu disais, Eisai, c'est pas leur cœur de métier. Ils travaillent beaucoup avec les gouvernements, avec les départements de la défense de plusieurs pays, mais ils accélèrent clairement sur l'assurance et les fonds récoltés vont, je pense, appuyer aussi cette dynamique en 2026. Ouais, exactement. Et puis, c'est aussi intéressant parce que sur la chaîne de valeur des risques émergents, là, on est au niveau de la donnée, hein, puisque ça génère de la donnée qui va ensuite être digérée dans des algorithmes, et cetera, pour enfin, permettre, soit d'améliorer la gestion de sinistres, soit au contraire, permettre le portage de risques sur certains éléments. Donc voilà, exemple typique d'une startup qui est pas pure insurtech, mais qui est en même temps, tout à fait liée, en direct à des problématiques, qui sont cœur. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter parce qu'effectivement, on voit certains et certaines qui commencent à nous quitter parce qu'effectivement, 14h01, c'était top comme discussion. Donc, merci à toutes, merci à tous, merci Alexandre, évidemment. Et puis, bonne fête de Noël à tous. Et on se retrouvera évidemment en début d'année prochaine. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas à nous les partager, des idées de sujets que vous aimeriez qu'on couvre. On le rajoutera dans notre to-do, évidemment. Donc voilà, merci à tous et merci encore Alexandre. Un grand merci à toutes et tous pour votre suivi tout au long de l'année. Merci à toi, Flo. Donc 2025, c'était la première année où on a basculé le baromètre en vidéo. On espère que ça vous a plu. On vous réserve quelques surprises à la rentrée. Donc voilà, on vous attend de pied ferme aussi. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à toutes et tous. Merci à toutes et à tous, à bientôt. À bientôt.